je vais vous faire le masterclass d'endocrinologie. Alors, le programme, donc c'est un long programme, mais on est un petit comité, donc ça va passer vite. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'ai fait exprès de diviser le programme en deux parties et de laisser la partie la plus importante, c'est-à-dire le métabolisme en dernier, donc c'est-à-dire le diabète, la nutrition. Donc ce sont les chapitres les plus importants du collège d'endocrinologie. Si vous n'aimez pas l'endocrinologie et que vous voulez apprendre un seul chapitre, c'est le chapitre du diabète, d'accord? Donc le reste de l'endoc, c'est un peu moins intuitif, donc je vais commencer par ça. Super. Ouais, donc du coup, le programme, je vous réaffiche, donc ça va revenir à chaque fois, hein. Donc on va commencer par tout ce qui est endocrinologie pure, on va dire, et on va finir par le diabète et nutrition qu'on va passer relativement rapidement sur les points, on va faire juste les points importants. Le chapitre de contraception et pathologie de reproduction, c'est aussi dans le collège d'endocrinologie, donc si jamais on n'a pas le temps, on va aussi passer rapidement et vous allez revoir avec les collègues de gynéco. Vous avez peut-être déjà vu. D'accord. Alors, pour commencer, donc l'hyperthyroïdie, donc encore une fois, comme on est en petit comité, le but c'est de participer tous. Comme ça, je fais un pas tout seul pendant 4 ans. Ok. Alors, donc, évidemment, j'ai mis ce qui est en rang A, rang B, rang C. Donc, j'ai respecté un peu les codes couleurs du collège, hein. Donc, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à me demander. Alors, les étiologies de l'hyperthyroïdie, est-ce que vous les connaissez? La maladie de Basedow. Maladie de Basedow, d'accord. C'est la plus fréquente chez les Les adultes jeunes. nodules toxiques. Nodule toxique, très bien. Donc, c'est deuxième étiologie. Le goitre multinodulaire toxique, ça va avec une nodule toxique, d'accord? Donc, c'est l'étiologie qui vient en deuxième position, d'accord? Et donc là, on parle des personnes jusqu'à 65 ans, d'accord? À partir de 65 ans, les nodules et les goitres multinodulaires toxiques deviennent la première étiologie et la maladie de Basedow arrive seulement après chez les personnes âgées. D'accord? Qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Et thyroïdite de De Kervin notamment. Thyroïdite de De Kervin, super. C'est quoi la thyroïdite de De Kervin? C'est une thyroïdite virale. Oui, donc c'est une thyroïdite post-virale, d'accord? Donc ça arrive en général au milieu ou après l'épisode viral, tout à fait. Est-ce que vous connaissez la particularité de la thyroïdite de De Kervin? Il y a un signe clinique qui est spécifique, qui n'existe pas dans les autres étiologies de l'hyperthyroïdie. Il y a un goitre douloureux. Tout à fait. Donc, c'est la douleur, d'accord? Donc, ça, c'est très spécifique. Si vous avez une hyperthyroïdie et une douleur et un goitre douloureux ou un nodule, ça peut être aussi un nodule, enfin, on parle pas nodule, mais en fait, c'est un pseudo-nodule, en vrai, qui est douloureux, d'accord? Ok. Quoi d'autre comme étiologie? Dans les thyroïdites? Ou sinon, autre cause? Ou dans tout ce qui est auto-immune, hein, vous avez aussi la thyroïdite du postpartum et la thyroïdite d'Hashimoto en phase initiale. Alors, la thyroïdite de postpartum, les anticorps, c'est quoi? Alors là, vous voyez plus mon écran, c'est ça? Ouais, on voit plus l'écran. Hop là. Alors, on revient, afficher mon écran. Ok, donc là, c'est bon. Alors, les anticorps dans la thyroïdite postpartum.
Donc les anti-TPO, d'accord. Donc en gros, retenez que seule la maladie de base d'eau a des anticorps spécifiques, tout le reste, c'est les anticorps anti-TPO. OK. Donc vous savez que la période postpartum, c'est la période un peu comment dire, fragile pour les maladies auto-immunes parce qu'il y a une réactivation du système immunitaire de la femme après une période de tolérance relative pour tolérer l'autre moitié du bébé qui vient du papa. Et donc, il y a une réactivation en période postpartum. Donc, c'est la période où elle est susceptible de développer les maladies auto-immunes, toutes sortes de maladies auto-immunes, pas que les dysthyroïdies. D'accord. Et donc, une fois qu'elle régule, en fait, son système immunitaire, il y a une régulation des maladies qui pouvaient, enfin, il y a une régulation possible des maladies auto-immunes qui se sont apparues en période postpartum. D'accord. Donc, la thyroïdite de postpartum, ça peut être transitoire. D'accord, la thyroïdite d'Hashimoto en phase initiale, vous pouvez avoir une hyperthyroïdie qui est très transitoire et qui est très peu symptomatique. Donc c'est pour ça qu'on qu'on les voit jamais en phase d'hyperthyroïdie. On voit surtout en phase d'hypothyroïdie, mais ça existe. Ok. Ensuite, toutes les causes iatrogènes. Donc vous avez la surcharge iodée, c'est le premier coupable parmi les causes iatrogènes. Et dans les étiologies de surcharge iodée, vous avez le produit de contraste. Alors, les produits de contraste et l'amiodarone, donc c'est le premier médicament responsable de dysthyroïdie chez l'adulte, surtout les personnes à partir de 50-60 ans. Donc la différence quand même entre le produit de contraste qu'on injecte lors d'un scanner, par exemple, l'amiodarone, c'est le teneur en iode, d'accord. L'amiodarone, c'est très très riche en iode, c'est environ dans 20 comprimés d'amiodarone, 80 mg d'iode. Donc 80 mg d'iode, c'est genre 1000 fois plus élevé que la recommandation d'apport d'iode quotidien, qui est de 150 microgrammes, d'accord, entre 150 et 80 milligrammes, il y a quand même une grosse différence. Les produits de contraste, c'est rien à voir, c'est de l'ordre de microgrammes, donc c'est rare que le produit de contraste, lors d'un scanner injecté, déclenche une hyperthyroïdie, sauf si la personne a déjà une maladie de la thyroïde sous-jacente, d'accord. Évidemment, on ne parle pas de la coronarographie, par exemple, où on injecte une grosse quantité de produits de contraste. Ok. Vous avez des thyroïdites factices, c'est les personnes qui ingèrent les hormones thyroïdiennes alors qu'il n'y a pas d'indication, par exemple, les personnes ayant une anorexie mentale pour perdre du poids. Et en troisième et quatrième position, vous avez les interférons et les immunothérapies. Donc, c'est les nouvelles thérapies cancéreuses de type anti-PD-1 ou anti-CTLA4, surtout utilisées dans le mélanome. OK. Ensuite, donc, on a dit les thyroïdites nodulaires, adénomes toxiques et goitres multinodulaires toxiques. Les thyroïdites de 2-20, on en a parlé, et la thyrotoxicose gestionnelle transitoire, c'est une des étiologies. Donc ça peut être typiquement un dossier qui combine la grossesse, les questions sur la grossesse et les questions sur la thyroïde. Ok. Donc thyroïdite de 2-20, on en a parlé. Donc c'est du rang A, c'est du post-viral. Vous pouvez avoir un goitre douloureux et ou des pseudonodules douloureux. Et normalement, c'est une récupération complète au bout de quelques mois. OK. Thyrotoxicose gestationnelle transitoire, vous savez ce que c'est? Ça apparaît quand? Comment on traite? Comment ça évolue, tout ça? Vous avez une idée ou pas? Pas du tout. Alors, Ça, oui, vas-y. je disais, c'est plutôt au premier trimestre avec l'HCG qui est augmenté, qui ressemble à la TSH. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, hein. Donc, c'est au premier trimestre, c'est le taux de HCG, donc c'est là où le taux HCG est le plus élevé dans le sang maternel, ok. Et effectivement, l'HCG a une partie commune avec la TSH. Donc, ce sont les hormones protéiques à deux sous-unités. D'accord, ça vous savez, parce que il y a la sous-unité alpha, sous-unité bêta. La sous-unité alpha est commune à l'HCG et à la TSH, comme
à la FSH, la LH, d'accord? La sous-unité bêta, c'est la sous-unité qui est spécifique à chaque hormone. C'est pour ça qu'avant, pour être spécifique, on dose la bêta-ACG, d'accord? Et donc, effectivement, au premier trimestre, comme le taux d'ACG est très, très élevé, par sa sous-unité alpha, elle fixe sur le récepteur de TSH et donc déclenche une hyperthyroïdie qui est tout à fait transitoire parce qu'au deuxième trimestre, il y a le placenta qui prend le relais sur la sécrétion d'ACG qui devient locorégionale et donc le taux d'ACG maternel diminue et l'hyperthyroïdie passe. Alors, attention, les deux signes cliniques en premier trimestre, donc le TSH, on ne le dose pas de manière euh, euh, systématique en début de grossesse, hein, mais par contre, si la femme vomit plus qu'elle est censée vomir au premier trimestre, donc c'est un hyperémicide gravidarum. Si elle perd du poids, alors l'absence de prise de poids est plutôt fréquente au premier trimestre, donc c'est pas tellement un signe d'alerte, mais par contre la perte de poids est pas normale et donc c'est le moment où vous devez doser une TSH. Ok. Le traitement est symptomatique parce que ça passe tout seul. Donc on traite uniquement si la femme est très 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 symptomatique. D'accord? Donc traitement des vomissements, traitement si jamais elle a des troubles du sommeil, etc. Ok. Ok. D'accord. Alors, particularité de maladie de base d'eau. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous connaissez comme particularité de la maladie de base d'eau? Il y a des anticorps anti-trac. Oui, les anticorps anti-récepteurs, la TSH. Alors, soit on dit les TRAC, donc les TRAC, en fait, c'est une méthode de dosage pour les anticorps anti-récepteurs, soit vous dites anticorps anti-récepteurs de la TSH. Ok, donc ça, c'est spécifique à la maladie de base d'eau, effectivement. Quoi d'autre? C'est auto-immun, du coup, ça peut être associé à d'autres maladies auto-immunes. Ouais, ça peut arriver. Les Après, particularités cliniques, par exemple. il y a les orbitopathies dysthyroïdiennes. Oui, tout à fait. Orbitopathie base-doyenne qui est spécifique à la maladie de base d'eau. Dans aucune autre étiologie d'hyperthyroïdie, vous avez l'orbitopathie. C'est vraiment spécifique à la maladie de base d'eau. Alors, donc si vous avez le triade de femmes jeunes, un goitre hypervasculaire et une orbitopathie typique, vous pouvez conclure à la maladie de base d'eau sans même doser les anticorps. D'accord? Donc évidemment, on dose les anticorps pour avoir une idée du risque de l'orbitopathie, de l'évolution sous traitement, etc. Et pour confirmer évidemment le diagnostic, mais vous pouvez dire que c'est une maladie de base d'eau si c'est une femme jeune qui a un goitre hypervasculaire et qui a une orbitopathie typique. Ok, donc la clinique, c'est vraiment, il y a deux choses, c'est le goitre hypervasculaire, d'accord? Donc il faut donc le goitre qui est diffus, qui est homogène, qui est élastique, mais ça c'est pas suffisant. Ce qui est vraiment spécifique au goitre, c'est l'hypervascularisation, c'est-à-dire si vous palpez le goitre, vous avez un drill, vous entendez vous sentez vraiment que ça souffle, et si vous posez votre stéto, il y a un souffle, d'accord? Vraiment, c'est très, très typique de la maladie de base d'eau. Parfois même, on a du mal à faire de l'échographie tellement que ça souffle. OK? Donc, en fait, la sonde d'écho est pas stable, quoi. Et la deuxième particularité, on en a parlé, c'est l'orbitopathie basoïenne. OK. Alors, les anticorps anti-TSH, ça, les particularités, il faut connaître, hein. Donc, c'est les anticorps qui n'ont pas d'intérêt pronostic, d'accord? Donc, on ne fait pas de suivi au cours de traitement. Le taux d'anticorps au départ, en fait, va nous dire, va nous renseigner surtout sur le risque de développer une orbitopathie parce que c'est proportionnel aux anticorps. Par contre, à la fin du traitement, s'il y a une persistance des anticorps, la personne a plus de risque de récidive. Ok? S'il n'y a pas si les anticorps se négativisent, on peut pas dire, on peut rien dire.